fondamental à comprendre. Le poumon n'est pas rigide, le poumon est petit. Et c'est ça qui va expliquer tout le principe des lésions liées à la ventilation et du barotrauma. C'est qu'on met des volumes normaux ou élevés dans un poumon qui est petit. Et encore une fois, souvenez-vous, c'est de l'atelectasie, ça veut dire que là, il y a à peu près les 2/3 du poumon qui sont malades ou qui est non ventilé. Donc la compliance, il faut voir ça comme l'addition des compliances régionales de toutes les sous-unités du poumon. Prenons quelqu'un qui aura une compliance de 100 ml par centimètre d'eau. Vous mesurerez jamais ça chez un malade ventilé en réa, mais c'est des mesures qu'on peut obtenir chez un sujet normal, debout, aux explorations fonctionnelles. 100 ml par centimètre d'eau, donc ça veut dire chaque fois que vous prenez 100 ml, la pression monte d'1 centimètre d'eau. C'est lié au fait que c'est comme s'il avait 100 unités dans le poumon, qui ont chacune une compliance de 1 millilitre par centimètre d'eau. Okay ? Chaque unité ajoute sa compliance à l'autre et on arrive à une compliance totale de 100. Si maintenant, comme le malade qu'on a vu précédemment, vous avez les 2/3 du poumon qui sont non ventilés, il vous reste plus que 30 unités pulmonaires qui sont aérées, votre compliance devient 30 ml par centimètre d'eau. Donc la compliance, c'est ça, c'est une mesure de la quantité de poumons aérés disponibles. Pour vous convaincre de ça un tout petit peu plus, j'ai pris cet exemple tout bête, c'est mettons un malade qui est ventilé, qui a une compliance de 50 ml par centimètre d'eau, ce qui va être une valeur très classique, presque normale chez un malade adulte en réanimation. 50 ml par centimètre d'eau, ça veut dire que si vous mettez un VT de 500 ml, votre pression de plateau est, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir, votre pression de plateau est de 10 cm d'eau. 500 divisé par 10, ça fait une compliance de 50. OK ? Imaginons maintenant que ce même malade, qui est ventilé sur le dos en réanimation, mais qui est à peu près avec des poumons normaux, n'est plus ventilé sur ses 2 poumons, mais ventilé avec un seul poumon parce que la sonde d'intubation a glissé dans la bronche souche droite. Vous avez à ce moment-là le même volume qui est distribué non pas dans les 2 poumons, mais dans un seul poumon. Que va devenir votre pression de plateau? Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Elle va monter, bien sûr. Elle va à peu près doubler si le volume était à peu près distribué également entre les 2 poumons. Ce qui fait que si vous recalculez votre nouvelle compliance, c'est le même malade, hein, il n'y a pas de fibrose pulmonaire, il n'y a pas d'œdème pulmonaire qui s'est installé, mais votre nouvelle compliance sera maintenant de 25 ml par centimètre d'eau. OK ? Autrement dit, vous avez uniquement, parce que vous avez réduit le volume pulmonaire, vous avez baissé votre compliance, vous avez monté les pressions. Donc, en réanimation, quand les pressions s'élèvent, ça peut être soit un phénomène de résistance, les sécrétions, soit un phénomène de perte de volume pulmonaire, d'atelectasie ou d'œdème pulmonaire. C'est vraiment les causes les plus fréquentes et c'est grâce à votre mesure de la pression de plateau que vous allez pouvoir distinguer les deux. Est-ce que c'est des pressions résistives ou est-ce que c'est la pression élastique? On refera une présentation là-dessus avec François Beloncle qui montrera la façon de faire ça en pratique clinique au lit du malade. 2 derniers points avant de finir, et je m'excuse pour la quantité d'informations que je délivre peut-être à certains aujourd'hui, mais vous aurez à disposition les diapositives et vous pourrez y revenir. C'est de cette information compliance qui est égale au volume pulmonaire, l'information dont on a tiré sur la pression motrice, donc notre fameuse pression élastique.
Donc la compliance, c'est proportionnel au volume pulmonaire, comme vous avez compris. Hein. Plus le volume pulmonaire est réduit, le volume aéré en tout cas est réduit, plus la compliance baisse. La compliance, c'est notre volume divisé par la pression élastique, qui est aussi appelée la pression motrice, hein, pression de plateau moins PEP total. Et donc cette pression motrice, c'est le volume courant que vous délivrez divisé par la compliance, c'est-à-dire le volume courant exprimé en proportion du volume aéré disponible. C'est-à-dire, c'est le meilleur indicateur qu'on puisse avoir du risque de distension du poumon. Et en fait, c'est le principe de cette physiologie-là qui a poussé Amato et un certain nombre de collègues à regarder quels étaient les indicateurs qui étaient les meilleurs paramètres associés à la survie dans le SDRA et à réfléchir à la pression motrice comme un indicateur qui dirait quelle est la distension résultant du volume courant que vous avez réglé par rapport au volume aéré disponible de ce poumon. Ok, et ils ont trouvé que la pression motrice, c'était de loin le meilleur indicateur pour prédire la mortalité dans le SDRA, donc probablement pour prédire à la fois la sévérité de la maladie, mais aussi le risque de lésions liées à la ventilation. Vous connaissez sûrement tous cette courbe hein, qui montre que quand on arrive autour de 15 cm d'eau, donc eux, ils avaient mesuré pression de plateau moins PEP, ils n'avaient pas tenu compte de l'autopep parce qu'elle n'était pas mesurée, c'était dans les essais cliniques. Autour de 15 cm d'eau, on commence à avoir une surmortalité très importante. Donc on n'a pas d'études qui disent que si on règle le ventilateur pour diminuer la pression motrice, on améliore la mortalité. Mais évidemment, c'est de bon sens de dire que chaque fois que vous passez au-dessus de 15 cm d'eau, c'est inquiétant et ça peut être une raison pour essayer de diminuer la ventilation que vous délivrez, diminuer encore plus le volume courant que 6 ml/kg qui doit être la règle standard pour tous les malades. Ok. Je vais juste finir par un élément qui rajoute un tout petit peu de complexité à tout ça. Et sur lequel aussi on reviendra, c'est ce qu'on appelle la fermeture des voies aériennes. Alors c'est important à connaître parce que tout ce qu'on a fait là aujourd'hui était de dire, vous voyez, on fait une pause télé-inspiratoire, une pause télé-expiratoire, et ces pauses là, ça reflète la pression qu'il y a dans l'alvéole. C'est vrai, sauf que dans un certain nombre de cas, les voies aériennes sont fermées et ce que vous mesurez sur le ventilateur ne va plus être la pression dans l'alvéole. Alors, je vais vous montrer, c'est surtout vrai dans les malades les plus sévères, donc en particulier les SDRA. Et on s'est aperçu de ça en faisant ce qu'on appelle la courbe pression-volume, c'est-à-dire que vous insufflez très lentement le poumon. Pourquoi très lentement? Pour éviter qu'il y ait des pressions résistives. Et vous mesurez en même temps le volume et la pression. Et ça, c'est ce qu'on observe dans la plupart des malades. Le volume et la pression, il y a une relation, et la pente volume-pression, c'est ce qu'on appelle la compliance. Mais il y a un certain nombre de malades qui ne se comportent pas comme ça. Chez ces malades, en fait, la pression initiale s'élève alors qu'il n'y a pratiquement pas de volume qui rentre. Et en fait, ce qu'on a visualisé ici, c'est la pression de gaz qui se distend dans le circuit du ventilateur. Donc, il n'y a rien qui rentre dans le malade parce que les voies aériennes sont complètement fermées. Ok, je vous ai parlé tout à l'heure des voies aériennes qui se collabent. Là, non seulement elles se collabent, mais elles se ferment complètement. Et donc, vous n'arrivez pas à insuffler le malade tant que vous n'avez pas dépassé cette pression d'ouverture. Alors, c'est un phénomène qui existe dans à peu près 40% des SDRA. Et cette pression d'ouverture, elle peut être entre 5 et 20 cm d'eau. Et c'est important à savoir parce qu'il est probable que
il faille régler une PEP qui soit au moins cette pression d'ouverture pour laisser les voies aériennes ouvertes. La façon la plus simple de le faire, c'est pas de faire la courbe pression-volume qui est compliquée, c'est simplement de faire une insufflation avec un débit très 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 lent. Je pense que François vous montrera ça aussi la prochaine fois. Et vous verrez à ce moment-là l'insufflation qui se fait en 2 temps. La première partie, parce que les voies aériennes sont ouvertes, la pression monte très très vite. Et la deuxième partie, ça monte plus lentement parce que les voies aériennes se sont réouvertes. Et quand vous mesurez la pression, vous voyez ici, elle est à peu près à 17 cm d'eau. Donc c'est un malade chez qui rien ne rentre dans le poumon tant que les voies aériennes ne sont pas ouvertes à 17 cm d'eau. Et on ne sait pas très bien où ça se situe. Le groupe qui s'intéresse le plus à ça aujourd'hui avec nous, c'est le groupe de Edenstierna en Suède. Et eux, ils ont montré par une technique de très très sophistiquée, qui est pas du tout applicable en clinique, mais d'imagerie extrêmement rapide, qu'il y a des petites voies aériennes qui se fermaient et que ces petites voies aériennes expliquaient ce phénomène d'airway closure. Donc, il reste de l'air dans le poumon, c'est pas le poumon qui s'est vidé complètement, c'est les voies aériennes qui se ferment alors qu'il reste une partie du poumon qui est insufflée. Alors évidemment, si vous laissez ce poumon-là fermé pendant un certain temps, il va y avoir une réabsorption du gaz progressivement et le poumon va finir par se collaber. Mais au début, c'est pas un collapsus complet du poumon. Voilà, c'est lié en partie à différents facteurs comme la perte du surfactant. C'est lié en partie aussi au poids probablement du poumon et au poids de la paroi, puisqu'on a vu que par exemple chez les malades très obèses, c'était présent dans 60% des patients. Voilà, donc je vous ai montré là dans ces 3/4 d'heure tout un tas de paramètres qu'on peut mesurer en mécanique respiratoire. C'est vraiment très simple de le faire quand les malades sont ventilés, sédatés et même paralysés, parce que toutes ces mesures peuvent être faites calmement, simplement et avec beaucoup de fiabilité. Et rappelez-vous donc mesure de la fermeture des voies aériennes, mesure de l'autopep, mesure de la pression de plateau et donc ensuite calcul des différents paramètres de mécanique respiratoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis disponible par email et puis je vais rester quelques instants pour les questions, pour toute clarification. Je vous conseille aussi de vous brancher à notre blog qui s'appelle Center of Excellence in Mechanical Ventilation, donc COEMV.ca, parce qu'on discute tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines de nouveautés en ventilation, où on présente des quiz, où on présente des articles à discuter, et on est tout à fait ouvert pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Voilà, je vais essayer de... Merci Laurent. J'ai déjà sur le fil de conversation 2 questions. Une question qui porte sur les effets comparés de la pipe externe et de la pipe intrinsèque sur le poumon et est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre? Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus? Pipe intrinsèque versus pipe externe. Oui, en fait, pour faire simple, il faut se rappeler que c'est à peu près pareil. Je dis pour faire simple parce que quand on va dans le détail, il y a probablement des distributions de ventilation qui peuvent être un peu différentes, mais les effets sont à peu près les mêmes. Et c'est ça qui est surprenant. Vous avez vu le graphique où on voyait vraiment 0 de pression externe et en fait, il y avait 15 cm d'eau de pression à l'intérieur du malade. Et ce malade avait tous les éléments d'un malade qui se présente comme hypovolémique, hypotendu, oligurique, à cause de l'effet de la PEP interne, qui est vraiment très similaire à une PEP externe. Donc même s'il peut y avoir des
des différences physiologiques subtiles, c'est vraiment à peu près les mêmes effets. Et donc le premier retentissement auquel il faut penser de la PEP intrinsèque, c'est un retentissement hémodynamique. Par exemple, ce qui est très classique, c'est vous intubez un BPCO, puis dans les premières minutes, il y a l'effet de la sédation qui est vasodilatateur. Vous le ventilez un peu trop parce qu'il était très hypoventilé, et vous créez une autopèpe que vous mesurez pas, et le malade fait ce qu'on appelle un collapsus de reventilation. C'est en grande partie lié à l'effet hémodynamique de la PEP intrinsèque. Donc, les étudiants apprécieront le caractère homogène du discours. Il se trouve que j'ai évoqué quasiment dans les mêmes termes cette situation tout à l'heure quand j'ai parlé des effets hémodynamiques de la ventilation et que j'ai évoqué les effets hémodynamiques de la pipe intrinsèque. Il y a une autre question qui nous vient d'Amaury Lermite. Chez un patient en ventilation assistée contrôlée sans cycle spontané, sédation profonde ou curarisation, quelles seraient les conséquences d'un temps de plateau supérieur à 0,3 secondes? C'est la durée qu'on a conseillée pour le monitorage du plateau. Oui, ok. Donc c'est une très bonne question. Donc 0,2, 0,3 secondes, encore une fois, c'est tout à fait suffisant pour monitorer le plateau, et vraiment, ça me paraît important chaque fois que vous faites de volume contrôlé qu'il y ait un plateau de 0,2, 0,3 secondes. Alors, quelles sont les conséquences de faire un plateau plus long? Bon, première chose, plus vous faites un plateau long, plus votre pression de plateau mesurée va avoir tendance à diminuer. Pourquoi elle diminue? Parce que pour plusieurs raisons. Parce que le poumon est pas seulement un système élastique, c'est ce qu'on appelle un système viscoélastique. Donc il y a une espèce de tendance à la redistribution progressive, c'est-à-dire si vous gardez la même pression pendant longtemps, le même volume pendant longtemps, la pression va progressivement diminuer. Alors c'est d'autant plus vrai que le poumon est très inhomogène. Donc les gens disent il y a peut-être un peu d'effet de redistribution de gaz, de pente des louveteaux. Donc c'est intéressant parce que ça indique qu'il y a une inhomogénéité, mais en même temps c'est pas très relevant parce que quand on ventile le malade cliniquement, on fait pas ces pauses. Donc ce qui m'intéresse moi comme clinicien pour le risque de la ventilation, c'est quel est le pic de pression dans l'alvéole, quel est le maximum de pression dans l'alvéole, et donc je m'intéresse seulement à un plateau court. Ok? Donc si vous vous intéressez, il y a de la littérature sur ces phénomènes viscoélastiques, mais leur relevance en clinique, à mon avis, est pas extrêmement importante. Par contre, les autres conséquences, c'est que plus vous allongez le plateau, plus vous prenez du temps sur l'expiration, et donc plus vous aurez, par exemple, des difficultés à maintenir une fréquence élevée et sans qu'il y ait d'autopep. Parce que comme je l'ai dit au début, le SDRA, c'est aussi une ventilation difficile pour l'élimination de CO2. Donc, on va avoir besoin de ventilation plus élevée que d'habitude. C'est une des raisons pour lesquelles on a les lésions liées à la ventilation. Et pour arriver à des ventilations plus élevées, il faut des fréquences plus élevées. La fréquence classique du SDRA aujourd'hui avec 6000 kg, c'est au moins 25 par minute. C'est pas 20 et c'est certainement pas 15 ou 12 comme on peut faire au bloc opératoire. La fréquence en soi, c'est pas très bon d'augmenter la fréquence, mais c'est probablement beaucoup moins dangereux d'augmenter la fréquence que d'augmenter le volume courant. Et une autre question, Laurent, toujours d'Amaury Lermite. Pour tenter de corriger une hyperinflation dynamique, peut-on majorer notre débit à plus de 60 litres minute pour ainsi diminuer le temps inspiratoire et ainsi allonger le temps expiratoire? En diminuant la ventilation, on s'expose à une hypercapnie. Comment la traiter dans un contexte d'hyperinflation dynamique? Faut-il la tolérer? Donc là, la réponse à la première question est oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire des insufflations très courtes, sachant que vous allez voir des pressions de pic qui vont monter beaucoup. Mais encore une fois, si votre
pression de pic monte, c'est ce que voit le ventilateur, c'est pas ce que voit le patient. Et donc, il n'y a pas d'exemple de risque lié à ça. Donc, oui, vous pouvez le faire. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait diminuer la ventilation? Parce que si le problème est avant tout du collapsus des voies expiratoires, les modifications de I sur E qu'on peut faire vont avoir un effet très modeste. Donc, bien sûr, il faut le faire. On va essayer, on va diminuer le temps insufflatoire, on va essayer de laisser le plus de temps expiratoire. Mais s'il reste de l'autopipe, vraiment, votre seule solution efficace, ça sera de diminuer la ventilation. Et donc, est-ce qu'il faut tolérer l'hypercapnie? C'est une bonne question. On n'a pas le temps, je pense, de faire toutes les conséquences de l'hypercapnie. On pense que jusqu'à, par exemple, 50 mm de mercure, on pourrait dire c'est totalement négligeable. Après, je dirais c'est plus la vitesse d'apparition de l'hypercapnie. Mais s'il faut pendant quelques heures tolérer un peu plus d'hypercapnie, c'est tout à fait possible. C'est à vous un peu de voir quelles sont les conséquences hémodynamiques, quelles sont les conséquences sur le ventricule droit, quelles sont les conséquences générales sur le patient et de faire la balance des deux. Ok, j'ai une dernière question sur le fil de conversation. Quel est l'impact ou le rôle de la PIP sur les lésions induites par la ventilation selon l'équation du mouvement et selon le mechanical power? Est-ce que tu peux évoquer ces... Ouais, c'est très débattu parce que c'est compliqué. La PIP, c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous ventilez un poumon sans PIP et que vous créez plein d'atélectasie, très très vite, les études expérimentales ont montré ça, le ventricule droit s'aggrave, c'est catastrophique. Donc il faut de la PIP, mais trop de PIP, évidemment, va risquer de distendre le poumon. Donc il faut de la PIP pour maintenir une partie du poumon ouvert pour le recruter. Donc pour faire une réponse simple à une question qui est vraiment compliquée, c'est une relation qui est pas linéaire. C'est un peu une relation en U. Okay, pas assez de PIP, vous aggravez le poumon, c'est sûr. Beaucoup trop de PIP, vous aggravez aussi le poumon. Donc, il y a une valeur individuelle à trouver pour chaque malade. C'est pour ça que, par exemple, on a essayé de mettre au point cet index qu'on appelle le recrutement to inflation ratio, qui permet de déterminer si votre malade est recrutable ou non recrutable. Donc, on rentre vraiment dans l'individualisation. Et pour faire simple, tous les malades ont besoin d'une PEP, certains d'une PEP élevée, certains d'une PEP non élevée. Voilà. C'est une réponse rapide à une question compliquée. Alain, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main aussi. Oui, oui. Alors d'abord les questions du fil et ensuite c'est Rosé qui a levé la main et qui aura la parole. Mais d'abord la question du fil, c'est donc c'est une nouvelle question sur la puissance mécanique, la mechanical power. Est-ce que ça a une place en pratique clinique aujourd'hui? L'élément principal du mechanical power, c'est la pression motrice, le delta P. Donc la question, c'est est-ce que ça ajoute à la pression motrice? Je crois que le bénéfice, ça c'est mon interprétation, le bénéfice de mechanical power, c'était de dire mais attention, faut faire aussi attention à la fréquence qui joue un rôle. Donc la fréquence joue un rôle. Est-ce que en clinique c'est si important? Tout ce qu'on a nous suggère que ça reste encore plus intéressant aujourd'hui d'augmenter la fréquence et de diminuer le volume courant plutôt que de garder des grands volumes courants. C'est-à-dire que l'impact de la fréquence semble nettement moins important que l'impact de la pression motrice. Le calcul de la puissance globale, ça introduit l'effet de la PEP qui, comme je vous l'ai dit, est pas clair parce que c'est pas linéaire, c'est pas comme la pression de plateau. Plus on monte la pression de plateau, plus on risque de distendre le poumon. Pour la PEP, si vous allez à 0 PEP, vous aggravez le poumon, c'est sûr. Donc, et puis la pression résistive qui, à mon avis, n'a rien à faire là-dedans parce qu'elle n'est pas transmise au poumon. Donc, c'est un concept qui est intéressant intellectuellement. Je ne dirais pas que
c'est ça qui va dicter la façon de ventiler les malades demain. Une autre question toujours sur le fil. Peut-on mesurer la fermeture des voies aériennes facilement en pratique clinique sur l'ensemble des ventilateurs? Si oui, comment faire en dehors du cerveau I qui est celui exposé sur votre vidéo de votre blog? Ben, on fait comme sur la vidéo du blog, c'est-à-dire on fait une insufflation avec un débit très lent. Donc pour ça veut dire que vous réglez d'abord, et encore une fois, quand le malade est sédaté, paralysé, c'est vraiment très facile. En 1 minute, c'est fait. Vous réglez une fréquence très basse, donc comme ça le poumon est vidé, il n'y a plus d'autopie. Pour un cycle, vous mettez le débit d'insufflation à 10 litres minute ou en dessous. Donc comme ça, vous n'aurez pas de pression résistive. Et vous faites une insufflation avec un volume courant normal en partant d'une PEP de 5. Donc vous passez à PEP 5, vous faites votre insufflation et vous voyez tout de suite si la courbe est complètement linéaire ou s'il y a une cassure. Ça peut être fait sur tous les ventilateurs. Il y a des ventilateurs comme les Drager ou les Hamilton qui permettent de faire des courbes pression-volume. Vous pouvez tout à fait aussi prendre la courbe pression-volume. Vous n'avez pas besoin de faire un très grand volume, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 1 litre ou 1,5 litre. Vous faites sur le volume courant, puisque ce qui nous intéresse, c'est la première partie de la courbe. Donc c'est à peu près faisable sur tous les ventilateurs, assez simplement. Encore une fois, chaque fois que le malade est en ventilation passive. Une question, il y a un étudiant qui te demande de revenir sur la bonne interprétation de la notion de compliance. Et donc, est-ce que tu peux réinsister sur le fait que c'est une façon de mesurer le volume aéré, quoi. Oui, donc c'est pour ça que je donnais l'exemple de l'intubation sélective, parce que d'un coup, là, en 10 secondes, avec l'intubation sélective, vous gardez le même volume courant, votre pression double. Donc, ce que vous calculez comme compliance est diminué par 2, simplement parce que votre volume pulmonaire a été divisé par 2. Donc, vraiment, les modifications de compliance qu'on voit chez les malades de réa, c'est avant tout des modifications de volume pulmonaire. Et pour ceux qui font de la pédiatrie, c'est intéressant parce que quand vous regardez les compliances qu'on mesure, bien sûr, c'est pas les mêmes chiffres, chez les enfants ou chez les nouveau-nés, c'est à peu près les mêmes valeurs de l'adulte divisé par le poids du malade. Alors vous savez que c'est pas exactement le poids, c'est la taille du malade, donc c'est un effet de la taille, mais on retrouve finalement des compliances qui sont beaucoup plus basses chez les enfants, mais quand vous rapportez ça à la taille, vous êtes à peu près dans les mêmes ranges de valeurs que l'adulte. Donc c'est vraiment avant tout un effet de la taille du poumon. Alors c'est important à connaître parce que si vous ventilez une petite dame qui fait moins de, je sais pas, d'1,60 m, vous attendez à ce que sa compliance soit relativement basse, alors que si vous ventilez, et je dis une dame parce qu'il y a des petites différences entre hommes et femmes, et si vous ventilez un type qui fait plus de 2 mètres, vous attendez lui à ce qu'il ait une compliance beaucoup plus élevée. Donc c'est ça qui complique un petit peu dans l'interprétation directe du chiffre de compliance, parce que ça dépend de la taille initiale du poumon, et c'est pour ça que la valeur de la pression motrice, finalement, c'est le ratio entre le volume que vous délivrez et la quantité de poumon qui est disponible. Merci. Il y a encore une question sur le fil, toujours d'Amaury Lermite, qui a bien noté qu'il y aurait des exposés sur le Covid, un peu particulier sur les questions liées au Covid, lors des premières de la session, enfin de la journée du vendredi 22 janvier, mais quand même qui pose la question suivante. Lors de nombreux patients Covid ont un volume recrutable élevé, entre parenthèses selon la méthode du drop de pipe,
c'est-à-dire la méthode décrite par Laurent du ratio des compliances, et pourtant, PIP 15, PIP 5, enfin PIP élevé, PIP basse, et pourtant sont peu répondeurs à la PIP ou nécessitent une PIP basse malgré un SDR sévère. Pensez-vous que cela soit lié justement à la fermeture des voies aériennes ou à l'atteinte plutôt vasculaire particulière, semble-t-il, de ce syndrome? Alain, peut-être que ça, on peut le garder pour Ouais. plus tard, non? Parce que c'est un peu compliqué. Parce que je sais pas s'il y a tellement de malades moi, c'est pas mon expérience, qui sont recrutables et qui répondent pas à la PIP. Enfin, mais Mm. donc, on peut garder tous ces éléments D'accord. un peu peut-être pour Cette plus tard, parce que discussion le vendredi. Et puis donc, il y a une Thomas van der Kammer, c'est ça? J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous pouvez prendre la parole. Vous avez levé la main. Hop. Oui, c'est ça. Oui, oh ben on vous écoute. Ben, non, la question, mais vous y avez déjà répondu par rapport à la PEP intrinsèque et à la PRV. La question était de dire que finalement, dans la PRV, quand on a une PIP intrinsèque, par exemple, qui va être à 18 avec une pression haute à 25, on a une pression motrice de 7. Et du coup, les promoteurs de la PRV disent, ben, finalement, on est assez protecteur malgré le fait qu'on ait une PEP intrinsèque très élevée parce qu'on a une pression motrice qui est basse. Du coup, ben, le problème principal de la PRV, c'est que donc la PRV, c'est de la ventilation en pression non synchronisée avec le malade, où classiquement les temps de pression haute sont très longs et les temps de pression basse sont très courts. En fait, on l'a utilisé, puis je pense que peut-être Jean-Christophe en dira un mot à un moment. On l'a utilisé de manière beaucoup plus classique en gardant simplement la partie non synchronisée. La grande difficulté de ce mode ventilatoire, c'est que vous savez pas du tout ce que vous faites. On dit la PEP intrinsèque, elle est à temps, etc. Quand le malade respire, ça devient très compliqué de mesurer la PEP intrinsèque. Et donc, vous êtes vraiment dans le brouillard. Alors, vous dites, ben voilà, je pense que c'est bien. Mon malade, il fait un peu d'effort, pas trop. J'espère que je suis protecteur. Franchement, c'est très difficile de savoir et ça explique qu'il y a des études qui montrent une surmortalité en utilisant la PRV. Il y en a d'autres qui ont montré des bénéfices. Je pense qu'on ne sait pas ce qu'on fait quand on utilise cette méthode et honnêtement, même si je comprends le principe, maintenir les voies aériennes ouvertes plus longtemps avec des pressions qui sont maintenues plus longues, tant qu'on n'a pas un monitoring qui nous dit exactement ce qui se passe, et peut-être que ça arrivera avec la tomographie d'impédance électrique, c'est un peu comme les gens ont joué avec le feu avec les oscillations à haute fréquence, c'est-à-dire on a des idées théoriques, mais on ne sait pas très bien ce qu'on fait en pratique. merci. Enfin, c'est mon avis. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, je voudrais renouveler mes remerciements, te demander de m'envoyer les diapos par un lien pour que Ok. je les mette en PDF sur le Moodle, sur la plateforme. Et puis encore une fois, merci et j'en profite pour te souhaiter un bon week-end. Voilà, et puis il a de la neige, non? Non, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, pas de neige. Mais il y a plus de neige là en ce moment. Ok. Bon, Eh ben voilà, merci, merci. bon courage à tous et bonne année aussi à tous et Ok, bon merci courage avec Laurent. le Covid. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Ok, et donc on va enchaîner par le trois derniers topos de la journée. Et donc en fait c'est moi qui vais le faire à condition que je sois capable de partager. Oui, on va voir. Et donc le dernier topo va concerner